Bonsoir, nous sommes le lundi 26 décembre 2022. Le temps d'information sur la première. Merci encore de nous accueillir chez vous, à la maison. Voici les titres de cette édition du début de la dernière semaine de l'année. Un 34e mort sur les routes. Hier, un motard est décédé à Papara. Les motocyclistes payent un lourd tribut dans les accidents de circulation. Pourtant, le passage de leur permis n'est pas une formalité. Il est très exigeant. Nous avons visité des professionnels de la conduite ce matin pour en savoir plus. Ils cherchent, ils trouvent l'agronomie, l'objet de toutes les attentions du laboratoire de Papara. Tout ce qui peut pousser ici et nourrir les hommes de cette terre fait l'objet de soins particuliers et cela fonctionne. La production des ourous in vitro va faire des petits dans tous les archipels. C'est une maladie cachée. L'épilepsie concerne beaucoup de familles polynésiennes. Plus de 1500 personnes sont concernées. Cette affection touche le cerveau. Conséquence, des crises plus ou moins longues faites de tremblements involontaires. C'est le dossier de ce soir dans le journal. Et nous irons plus loin avec Naoura. Elle est déléguée de l'association Épilepsie France ici à Tahiti. Elle nous parlera de cette maladie et des dispositifs de prise en charge qui existent ici au pays. Merci et à tout à l'heure. La moto, c'est la liberté, mais c'est aussi des drames sur les routes. Les 4 roues sont souvent invasives, voire totalitaires. Obtenir le permis moto n'est pas une mince affaire. Les épreuves depuis 2020 sont devenues plus difficiles. Le but, sensibiliser les motards aux dangers qui les guettent partout, car l'actualité sur la route est tragique. Vous le savez, hier soir, un homme de 38 ans en moto a perdu la vie à Papara. Reportage en ville, Ismaël Tayata et Jérôme Lee. Un plot qui tombe, c'est un piéton renversé ou une voiture tamponnée. Pour ce conducteur, c'est un sans faute. Cette épreuve permet à l'examinateur de voir s'il maîtrise son engin. Ils ont 3 exercices à effectuer, un sans moteur en poussant la moto à la main et une vérification sur la moto. Après, ils ont un parcours lent qu'on fait en première vitesse et un parcours rapide où il faut faire un chronomètre entre 20 et 23 secondes avec un exercice qui peut être un arrêt d'urgence ou des évitements. Ça doit éviter une portière, un piéton, voilà, ou une rétrogradation. C'est des situations après qu'on retrouve un peu dans la ville. Une fois le plateau réussi, place à l'oral. Il portera sur l'une des 20 fiches moto. La gestion des situations à risque, par exemple, les contrôles obligatoires sur la moto ou les causes d'accident. C'est déjà l'alcool. Ok. L'alcool, quand tu bois, la drogue, tout ça. Ok. Ensuite. La vitesse. La vitesse excessive, la négligence, l'alcool, la drogue, les facteurs d'accident sont nombreux. Sur la route, c'est pas un terrain de jeu, la route. Il faut quand même savoir bien rouler sur la route. Surtout en moto, parce que là, on a eu plein de morts quand même cette année. Quand on arrive sur le plateau, là, tu commences à prendre vraiment conscience du danger qu'il y a. Parce qu'il y a des techniques qu'on n'apprend pas sur la route, qu'on apprend avec les moniteurs. Et puis là, tu te rends compte que c'est quand même dangereux de circuler avec seulement les acquis que nous avions. Je donne mon avis personnel, la plupart, c'est que les gens ne respectent pas le code. Et une fois qu'ils ont le permis, ils font un peu n'importe quoi sur la route. Alors on ne peut pas mettre un policier dans toutes les intersections, mais toute la journée, je vois tous ces scooters, ces motos qui font du gymkhana entre les voitures, qui roulent sur les routes à 50, qui sont à 80, ou sur des routes à 30, qui sont à 50, 60. Alors je sais bien qu'on ne peut pas verbaliser tout le monde, je sais bien, mais il y a le non-respect du code de la route. Ce candidat s'en sort bien, il peut passer au dernier examen. L'oral s'est plutôt bien passé, j'ai oublié quelques trucs. Mais bon, grâce au plateau, en fait, j'ai réussi à garder tous mes points, quoi. Du coup, là, j'ai juste perdu 2 points, mais ça allait, c'était favorable pour la circulation. La circulation ou l'épreuve de la conduite sur route. Et c'est parti. Jordan, tu m'entends? Ok. Pas de souci. D'accord. Alors, on va sortir du parking et en sortant du parking, on va aller à droite. À droite. Le trajet est défini par l'inspecteur. 20 minutes de conduite examinée à la loupe. On regarde son placement, à l'allure à laquelle il roule, les prises de décision et le respect du code de la route. Tout est à refaire pour notre candidat. Des épreuves plus difficiles depuis la réforme de 2020. Une nécessité quand on sait qu'un motard a 20 fois plus de chances d'être tué dans un accident de la route qu'un automobiliste. Soyez donc prudents. C'est un plan qui regarde l'avenir, planter de l'ourou pour préparer l'autonomie alimentaire du pays. C'est un projet du gouvernement. Il a été initié, vous le savez, il y a 3 ans désormais. La direction de l'agriculture, par exemple, produit 10 000 plants par an. Des plants ensuite envoyés dans toutes les communes. Le but est simple, être distribués de manière massive à la population. Et cela, pour éviter les pertes, les plants sont préparés in vitro. Direction un lieu magique, le laboratoire de Papara. Reportage avec Nicolas Suire et Eddie Enco pour les images.
Dans une zone stérile, les jeunes pousses de ourou sont découpées. Les bourgeons et les feuilles mortes retirées pour optimiser leurs chances de reprise quand elles seront replantées. Dans une autre chambre stérile, elles vont grandir entre 3 et 6 mois. En un an, 10 000 d'entre elles seront passées par ce laboratoire. La plante va grandir, tu vois, elle fait plus de bourgeons, elle grandit et elle a des racines qui poussent. La production, elle ne va pas augmenter parce qu'on a un souci de place aussi. Du coup, on arrive à faire 1000 plants par mois. C'est dans une serre comme celle-ci que les plants sont mis en terre. Ils croissent jusqu'à leur expédition dans toutes les communes, gratuitement, et notamment dans les îles. Ils seront ensuite redistribués en partie à la population. Cette initiative du gouvernement répond à un projet de sécurité alimentaire. Il y a 3 ans, on a eu des productions agricoles qui étaient moins importantes en Ukraine, au Brésil, qui fait que les pays qui habituellement exportent ne sont plus exportateurs et qui a fait flamber le prix des aliments. Une initiative qui a rapidement conquis les populations et notamment dans les Tuamotu. Le fruit du ourou rare et huero ninamu sera gratuit pour ceux qui l'auront planté. Toutes les municipalités recevront régulièrement des plants tant qu'elles estimeront en avoir besoin. La direction de l'agriculture travaille également sur les bananes de variété plantain et les patates douces hybrides. Chaque concitoyen est encouragé à planter pour sa propre subsistance. Chapitre santé dans ce journal, une longue page, un chiffre. Le nombre de personnes touchées par l'épilepsie ici au Fénois, vous allez le voir sur cette infographie, plus de 1500 personnes recensées pour l'année 2021, 1534 exactement. Alors l'épilepsie, qu'est-ce ? Eh bien c'est une affection neurologique très handicapante pour les patients. Elle est malheureusement très répandue en Polynésie. La maladie se caractérise par des crises. Ces dernières peuvent survenir à n'importe quel moment de la journée. Sa prise en charge à 100% par la CPS dépend de sa gravité. Explication donnée par Caroline Fary et Hubert Yao. Un matin, un soir. As-tu besoin de Doliprane aujourd'hui ? Oui. Longtemps associée à la possession et au diable, l'épilepsie touche plus de 1500 patients en Polynésie. Hansi a contracté la maladie à 17 ans. Aujourd'hui, elle vit mal un quotidien où la crainte de subir une crise est omniprésente. Mes enfants, ils ont vu mes crises et ils sont inquiets. Et ça me fait honte. Pour les parents, ça me fait honte. Et aussi devant le monde aussi. Moi, ce que j'ai peur, c'est d'avoir une crise. Je suis en ville. Je ne travaille pas. Parce que je ne cherche même plus à travailler à cause de ma maladie. Théa, elle, est malade depuis 2018, mais elle a choisi les médecines douces pour se soulager. Ça va faire 4 ans que je prends de l'huile thérapeutique cannabis qui soulage mes crises jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Grâce au carnet rouge, ces patientes bénéficient d'une prise en charge à 100% du traitement. Sans carnet rouge, la CPS prend en charge 70%. Le patient en longue maladie ne déboursera par ailleurs qu'une part minime pour ses consultations chez le généraliste ou le neurologue. Il y a une revue périodique qui est faite. Pour l'épilepsie, c'est tous les 5 ans. Et à ce moment-là, on reconsidère la situation en fonction de sa stabilisation, son aggravation. Et donc la personne peut être maintenue en longue maladie ou peut éventuellement sortir de la longue maladie. Et à ce moment-là, être toujours pris en charge, mais uniquement à 70%. On a différents stades de sévérité. Et nous, c'est ce qui va nous servir, c'est ce qu'on va regarder pour déterminer si ces patients vont entrer dans le cadre de la longue maladie ou non. Je rappelle que la longue maladie, ce sont des pathologies chroniques, donc c'est-à-dire plus de 6 mois, et qui entraînent un coût important et une gravité importante. Avec l'imagerie médicale, les spécialistes se penchent sur la possibilité de guérir totalement cette pathologie particulièrement handicapante qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. Nous ouvrons le débat avec notre invité. Naoura, vous êtes délégué de l'association Épilepsie France ici pour Tahiti et Moorea. Alors parlez-nous de cette maladie qui est un petit peu une inconnue. Ça peut surprendre à n'importe quel moment de la vie. Il n'y a pas de disposition génétique qui amène à rencontrer cette maladie-là. Ben non, ça peut arriver à tout le monde. Moi, je l'ai eu à 38 ans, donc il y a 9 ans. Donc Hansi, elle l'a eu à 17 ans. Ça peut arriver à un bébé. Tout le monde peut l'avoir. En fait, c'est ça le problème. Donc, dans n'importe quelle condition, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un choc traumatique. Moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai eu. Donc, ça peut
On ne sait pas. Comment on vit quotidiennement avec cette maladie? C'est compliqué, ça génère beaucoup de stress? Ça génère beaucoup de stress parce que il y a des signes. Hein. On sait que, par exemple, le soleil, on ne peut pas trop aller au soleil. Le stress, hein, il y a le stress. Il y a la fatigue. Si on est trop fatigué, il vaut mieux ne pas sortir. On sait que si on a fait deux 3 nuits blanches, il faut faire attention. Donc, il y a des moments, on sait qu'il faut faire attention. Mais des fois, on n'a pas le choix. Hein? Si on travaille au soleil, on n'a pas d'autres moyens, on va travailler. Mais on est toujours là, on attend, est-ce que la crise va arriver? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va prévenir notre entourage si on est épileptique ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui ne le disent pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça le problème. Donc, on est considérés comme des personnes en situation de handicap parce que ça nous handicape. Quand je traverse la rue, quand je viens en bateau de Montréal, je suis là, j'attends des signes sur moi. Est-ce que je vais avoir... Est-ce que c'est facile à vivre pour l'entourage? Comment on vit dans le cercle familial cette maladie-là pour être accompagné? Déjà pour le patient épileptique, il va falloir peut-être des années ou toute une vie pour accepter cette maladie. Déjà, il y a le déni aussi de cette maladie. Il faut pas le croire, c'est pas évident. Ensuite, la famille. Est-ce que la famille va accepter cette maladie? Il y en a qui vont pas l'accepter aussi. Donc, s'ils l'acceptent, tant mieux. Donc, c'est à la famille à soutenir la personne malade. Ça, faut pas oublier, c'est une maladie. Et donc, ça, il faut faire attention. On a entendu les responsables de la CPS. On voit des médicaments à l'écran. Ces médicaments, c'est vraiment un élément de soulagement. C'est un élément qui permet d'avoir une régulation de la manifestation, justement, de ces tremblements. Les traitements, en fait, permettent de stabiliser les crises. Ça guérit pas, ça permet de stabiliser. Hein? Déjà, pour trouver le bon traitement, souvent, ça peut prendre toute une vie. Il y en a qui sont pharmacorésistants, des patients qui sont pharmacorésistants. Ça veut dire que on n'arrive pas à trouver le bon traitement. Et c'est ça le problème, en fait, de l'épilepsie, parce qu'il y a plusieurs sortes d'épilepsie. Hein? Bon, après, on entend qu'il y a des épilepsies sévères, pas sévères. Le problème, là, ce qui se passe actuellement avec la CPS, c'est que ce sont les patients qui ont juste un traitement qui ne seront pas pris en charge à 100%. Le problème, juste un RAAO qui sera à 30% coûte à 3 000 francs. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui n'achètent pas parce qu'ils manquent de moyens économiques pour acheter. C'est ce que vous dites sur les cas les moins graves? Oui, parce que moi, j'ai fait mon enquête parmi mes amis épileptiques. La plupart sont sous le régime RSPF. Donc, je leur ai posé la question. Donc, j'ai fait mon questionnaire. Je leur ai posé la question. Si on vous retire la prise en charge, est-ce que vous allez continuer à prendre votre traitement? La plupart ont dit, je ne sais pas. Et la majorité ont répondu non. Et qu'est-ce que vous demandez à la CPS? Vous êtes contente de la couverture qui est donnée par le système de protection? Bien sûr, on est content parce que peut-être qu'il y a d'autres pays, c'est pas du tout pris en charge. Donc, ce qu'il y a sur le territoire, on est content. Mais peut-être revoir sur le fait d'avoir dit c'est bien parce qu'il y a déjà une prise en charge, mais peut-être revoir, parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être revoir par rapport au régime RSPF, eux, peut-être les aider à prendre en charge leur traitement et continuer de les aider à prendre leur traitement. Parce qu'il ne faut pas croire quand on a dû accepter notre maladie et quand on reçoit ce courrier, on nous dit vous n'êtes plus pris en charge. Donc, du coup, on régresse encore. Donc, c'est difficile de reprendre du souffle, quoi. Merci beaucoup pour les précisions sur la maladie et passez de bonnes fêtes avec l'ensemble des adhérents de la délégation qui vous accompagne pour porter la parole. Merci beaucoup encore. La saga, c'est un peu d'histoire d'humanité. Chaque année, en juillet, en août, des centaines de gamins
partent une semaine, mais pour aller au-delà de leur quotidien, il y a aussi un rendez-vous pour le mois de décembre. Avec les fêtes, la saga joue donc les prolongations. Il est bon de se retrouver aujourd'hui à Arouet. 800 enfants ont hissé les voiles. Ces derniers, avec des bénévoles, ont partagé des instants évoqués vers des souvenirs communs. En plus, il y a eu des cadeaux. C'était super. Heidi Gienko a vu des jeunes gens heureux. Nous les écoutons. Je suis un livre avec une boîte, avec des cartes à Tahiti et avec une boîte. Avec une boîte, c'est une gourde. Avec une gourde, voilà. Non, c'est sympa les cadeaux? Ouais, ça va. C'est lesquels que tu préfères? Tous. On a fait de la voile, on est allé au fond, on a fait plein de trucs. On a réussi à faire des levées de coque. C'était top. On nous a offert des cadeaux et une glace. C'était très bien. On est parti naviguer vers là où on avait du vent. C'était bien parce que on a fait le lever de coque. T'as fait la saga cette année? Oui, en juillet à Pont-Louis. Ouais, c'était sympa? Oui. Qu'est-ce que tu as appris? Fait des levées de coque et des nouveaux nœuds. Et on a fait aussi des autres activités. Fenêtre sur le Pacifique, le tourisme retrouve des couleurs, c'est vrai ici en Polynésie, vous le savez, mais cette réalité concerne également la Nouvelle-Calédonie. Certes, là-bas, les niveaux n'ont pas encore rejoint ceux de la période d'avant le phénomène de la Covid, mais la réouverture des destinations, notamment vers l'Asie, ont fait du bien aux professionnels et les Calédoniens s'adonnent à nouveau à la passion, celle du voyage. À Nouméa, reportage signé Lizzie Carboni et Gaël Descheveri. En 2022, les Calédoniens ont pris de nouveaux plaisirs à réserver des voyages vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie ou encore l'Europe. Et en cette période de vacances scolaires, les vols sont complets depuis la fin novembre. La clientèle a su anticiper. En agence de voyage, les réservations se font 11 mois à l'avance. On a eu l'ouverture de la ligne Singapour, ce qui nous a permis de générer de nouvelles ventes avec un nouvel itinéraire pour se rendre sur l'Europe et sur l'Asie. Donc ça, c'est excessivement appréciable. Et ça nous a permis, pour partie, de revenir sur un marché Nouvelle-Calédonie où on est à peu près à 75% de l'activité qu'on réalisait avant le Covid. Si la demande augmente, l'offre en revanche a du mal à suivre la cadence. Hors vacances scolaires, il n'y a plus que 4 rotations par semaine vers Sydney, contre 8 avant la crise sanitaire. Une capacité de siège réduite à laquelle s'ajoute l'augmentation du prix des billets d'avion. Plus les vols sont remplis, plus les bas tarifs n'existent plus. Donc on a des tarifs très élevés. Et la deuxième chose, c'est effectivement des taxes avec des surcharges, notamment des surcharges carburant, qui sont dues à la guerre en Ukraine, à l'augmentation des coûts pétroliers. Donc voilà, des tarifs qui ont augmenté par rapport à ça pour toutes les compagnies et pas uniquement pour les compagnies qui survolent cette zone, mais c'est vraiment un problème géopolitique et qui touche le monde entier. Côté restrictions sanitaires, la plupart des pays les ont supprimées. Mais dans le Pacifique, certaines destinations comme Fidji demandent encore l'obligation vaccinale. Une difficulté supplémentaire avec laquelle les agences doivent composer. Elles espèrent une reprise totale de leur activité en 2024. Et pour le monde entier, on dit que 2025 sera le retour à l'économie normale pour l'ensemble des transports aériens dans le monde entier. C'est quasiment la fin de ce journal. Nous vous rappelons l'information principale de la soirée. 34 décès sur les routes du Fénois. Hier, un motard, vous le savez, a perdu la vie du côté de Papara. Les usagers des deux routes sont souvent victimes des accidents. Pourtant, le permis moto est difficile à passer, notamment après la réforme de 2020. Tout le monde est conscient que l'intégrité de ces motocyclistes est vraiment fragile, terriblement fragile sur les routes. On va s'intéresser au programme de la première. Qu'est-ce qui nous attend ce soir? Eh bien, lundi, c'est rendez-vous fiction sur les ondes et les antennes de la première avec 911, Lone Star. On va s'intéresser aux urgences. La police va mener l'enquête. Et puis, après une série que vous aimez, que vous appréciez, Pambélé sur la première. Coup d'œil sur le Tahiti Info. Non, c'est pas arrivé. En tous les cas, la une de Tahiti Info demain s'intéressera aux animaux stérilisés du côté de Moorea. 500 animaux stérilisés. Voilà de quoi vont parler nos confrères de la presse écrite. On n'a pas vu la une. Merci de votre fidélité. Réveil radio demain matin pour l'info. Une double signature féminine, Axel et Corinne. Journal en français, vous le savez, à la télévision, c'est à 19h. Nous vous quittons avec vos messages et vos vœux. Des vœux d'espérance et d'humanité. Merci vraiment à la Polynésie. À demain soir et bonne nuit avec nous. À demain, merci. Je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde, à toutes les familles, à toute ma famille.
à Tahiti jusqu'à la France, mes enfants. Je voudrais aussi souhaiter une joyeuse fête à tous les malades. Prospérité, santé, beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour à toute la Polynésie française, à tout le monde entier, ceux qui sont dans le bien, dans le mal. Bonne année. Et pour que cette nouvelle année 2023 soit meilleure que les précédentes années. Je voulais souhaiter bonne fête à toute ma famille déjà, à mes amis et à toutes les personnes que je connais de près ou de loin. Et meilleure santé, surtout la santé, beaucoup d'amour et beaucoup de sang. Bonne année à tous et meilleurs vœux. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.